Bienvenue à toutes et à tous dans ce décryptage spécial qui sera consacré à la lecture de l'actualité sociopolitique au Bénin. Nous voici au lendemain des législatives du 28 avril 2019, intervenues, vous le savez, dans un contexte juridique particulier, induit par la réforme du système partisan, où le landerneau politique, à la surprise générale, s'est résumé, je dirais, à seulement 2 blocs de la mouvance présidentielle, et ceci dans un État démocratique. Alors, comme l'indique l'article 16 du Code électoral, eh bien, le président de la Sénat a procédé, vous l'avez suivi sur nos antennes et sur les chaînes sœurs et internationales aussi, eh bien, à la publication des grandes tendances des élections législatives du 28 avril 2019. Et puis la Cour constitutionnelle, vous le savez, fera bientôt le même exercice conformément à l'article 116 du Code électoral. Alors, dans ce numéro de décryptage, comme nous vous l'annoncions tantôt, nous recevons pour vous le professeur Roger Gbeyonvi. Il est professeur de lettres, eh bien, un acteur politique, inutile de vous le préciser, ancien ministre de l'alphabétisation, bien évidemment, sous le régime Boni-Yayi. Bonjour, professeur. Oui, ancien ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il y tient. Vous me coupez toujours en deux. Bonjour. Bonjour, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, dans cet exercice, je ne serai pas seul pour tenter de contenir le professeur Roger Gbeyonvi. Je suis accompagné de Fréjus Seoulan. Bonjour Fréjus. Bonjour à nouveau Loris Davor, bonjour professeur, bonjour, et mes civilités à nos auditeurs de la 102.3 et à ceux de la télévision, nos téléspectateurs évidemment de Eden Télévision. Alors, Fréjus Seoulan, nous allons ouvrir le premier grand chapitre, justement, chapitre intitulé « Les grandes tendances des législatives du 28 avril 2019 ». Alors, professeur Roger Gbeyonvi, vous les avez suivis sur les différentes chaînes de la place. Oui, autant que faire se peut. N'est-ce pas? Oui. Nous vous avions rafraîchi encore la mémoire tout à l'heure à travers notre bulletin d'information. Oui. Alors, quelle lecture en faites-vous? Je suis très agréablement surpris du taux de participation. Moi, j'avais compté avec environ 10%. Et ça m'aurait satisfait, les 10%. Parce que dans notre système démocratique et dans notre code électoral, on ne tient pas compte de ceux qui sont restés à la maison. On tient compte de ceux qui sont sortis pour aller voter. C'est leur bulletin qu'on décompte pour dire voilà ceux qui ont gagné et voilà ceux qui ont perdu. Et lorsque je suis sorti du bureau de vote avec ma femme le dimanche, je me suis dit, écoute Gabi, avec 10%, ce sera pas mal. J'apprends que c'est 22%. Parce que ce que j'ai vu dans mon petit bureau de vote ne suffit pas pour rendre compte de tous les bureaux de vote dans tout le pays. Donc je suis très heureux de ces 22%-là. Cela ne devrait pourtant pas. Pourquoi? Seulement 22. Non, ce ne sont pas seulement 22. Il se trouve que j'ai l'âge que j'ai, un peu moins jeune que vous. Et vous ne me diriez pas que vous en avez connu plus bas? J'ai l'expérience des élections dans ce pays. J'ai au moins 60 ans de vie politique, au moins en tant qu'observateur avant d'être acteur. Vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais, les électeurs ne se sont pas reconnus. Mais non. Nous n'avons pas d'idéologie. Il n'y a pas d'un côté les socialistes, d'un côté les communistes. Il y en a un peu dans le pays, mais ils n'ont jamais réussi à entrer au Parlement. Les gens se reconnaissent. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de moi, mais je parle de la majorité des gens que nous rencontrons. Les gens se reconnaissent dans ceux qui leur ont donné de l'argent. Et les prétendus politiciens ont si bien maîtrisé le jeu que c'est à la veille des élections, à la veille de l'élection, je veux dire la nuit qui précède l'élection, qu'ils font la dernière distribution d'argent en passant de maison en maison, parce qu'il paraît que les électeurs se souviennent plutôt de celui qui est passé en dernière position. Le traditionnel concept de porte-à-porte. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas eu ça. L'argent a certainement circulé, mais pas suffisamment. C'est sur une télévision étrangère que j'apprends que
la fois dernière, il y avait eu 20 partis en compétition. Mais vous comprenez, 20 partis en compétition, vous savez ce que ça veut dire? Enfin, moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Mais c'est aller de meeting en meeting pour prendre 200 francs, pour prendre 1000 francs, pour prendre 2000 francs. Mais aller de meeting en meeting, vous venez à mon meeting, vous prenez 2000, vous allez à son meeting, vous prenez 500 francs, et des canettes de bière, etc. Et enfin, mais vous êtes motivé pour aller voter pour X ou pour Y, parce qu'il vous en a donné plus qu'à l'autre. Ça ne s'est pas passé cette fois-ci. Donc les gens n'ont pas été motivés. Deuxième chose, et je vous donne un exemple concret d'eux, je sors du bureau de vote, je rencontre une cousine manche longue avec son oncle. Vous rentrez chez vous, on est du même quartier. Nous vous déposons, mon épouse et moi. Et ma cousine manche longue me dit, mais monsieur, nous avons eu beaucoup de courage pour être sortis. Je dis, pourquoi? Mais parce que sur les réseaux sociaux, il n'y en a que pour la menace. On a même dit, ne sortez pas de chez vous, vous risquez de mourir. Et que le chef de l'État va mourir s'il sort pour aller voter. Et donc, je dis, si c'est ça que vous avez lu sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de courage. Mon ami, un ami béninois, mais qui est plus... Le troisième exemple, mon ami béninois, qui est plus français aujourd'hui que béninois parce qu'il vit là-bas et qu'il en a la nationalité, il me téléphone, il arrive à me téléphoner, à me joindre, il dit, mais vous avez très bien fait d'avoir supprimé l'Internet le jour du vote, lui qui regarde avec un peu bizarrement ce qui se passe dans son pays, parce que les premières images que j'ai reçues sur mon téléphone montraient du sang partout. Eh bien, quand vous rassemblez les gens qui n'ont pas été motivés par les canettes de bière et par de l'argent, la violence qu'on nous a prédite, eh bien, 22%, c'est un très bon score en ce qui me concerne. Merci, professeur. Loris, d'abord, si vous permettez, le professeur revendiquait tantôt, et légitimement, 60 ans de vie politique. Oui, ce qui veut dire 70 ans au moins de vie tout court. De vie tout court. Et nous n'apprenons rien au professeur en disant que depuis 91, les législatives de 91, jusqu'à 2015, on n'a jamais eu un taux de participation en dessous de 50%. C'est bien la première fois que nous avons 22%. Et il y a des raisons pour cela. Je viens de vous les énumérer. Il y a des raisons pour cela. Vous avez vos raisons que vous venez d'énumérer. Non, ce ne sont pas mes raisons. Ce sont les raisons objectives. Mais est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'il ne s'agit que de ces raisons-là? Parce que vous avez donné des exemples tout à l'heure d'une cousine qui a fait état de violence et qui a eu beaucoup de courage. Le courage avant de sortir. Oui. Mais nous également, nous étions sur le terrain. Oui. Nous avions tendu notre micro à plusieurs citoyens, du nord au sud, etc. Nous avons passé l'élément sur nos antennes. Oui. Il y a des électeurs qui nous ont dit clairement qu'ils ne sont pas sortis, non pas du fait de la distribution, de la non-distribution de l'argent, comme vous l'avez dit, non pas du fait de la menace qui planait, mais justement parce que leur parti politique, et vous savez qu'il y en a 8 qui aspiraient à participer à ces élections et qui n'ont pas pu participer à ces élections à cause notamment de ce certificat de conformité créé, inventé, vous êtes d'accord, par la Cour constitutionnelle. Et donc, si toutes ces personnes-là que nous avons interviewées nous ont affirmé que c'est parce que leur parti et donc leur candidat n'étaient pas en liste qu'ils se sont abstenus de voter, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, vous allez en convenir, que ces personnes-là n'ont pas voté à cause de l'argent ou des menaces. Ils l'ont dit, c'est à cause de l'exclusion. Et vous êtes bien contraints de reconnaître cela. Vous, les journalistes, c'est vous qui avez inventé une expression que j'aime bien, mais dont je ne me souviens pas ici, la vérité à moitié, alors qu'il n'y a pas d'économie de vérité. Ces électeurs-là que vous avez eus et que vous avez interviewés et que vous avez montrés sur vos écrans de télévision, ne vous ont pas dit toute la vérité. Comment le savez-vous? Toute la vérité, c'est que cette fois-ci, non seulement on ne les a pas payés pour qu'ils sortent et aillent voter, on les a payés souvent pour ne pas sortir. Vous n'avez aucune preuve de cela? Quelle preuve avez-vous? Non, nous n'allons pas jouer à ce jeu, mais je vous dis que dans certains cas, dans de nombreux cas, ils ont même été payés pour ne pas sortir. On vous prie de ne pas payer. Comment on les paye, hein? Pas les électeurs. On paye des chasseurs pour sortir dans la rue et tirer sur les forces de l'ordre.
car je ne vais pas vous apporter la preuve que ces chasseurs ont été payés. Mais vous savez très bien qu'objectivement, ils ne sont pas sortis. Nous n'avons pas la preuve. Non, mais ils ne sont pas sortis spontanément de leur brousse pour aller tirer sur les forces de l'ordre. Quelqu'un est allé les payer pour qu'ils sortent. Peut-être qu'ils partagent une certaine sensibilité. Oh, nous, ils ne partagent pas la sensibilité de la violence. Nous n'avons aucune Ils ne partagent pas la sensibilité de la violence sur les hommes et sur les animaux de la brousse. Le réservoir, professeur, mais je tiens à cela. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui n'ont pas été payés. D'accord. Oui. On peut reconnaître que le rôle de l'agent a été prépondérant, très fort au Bénin. L'achat de conscience en période électorale, nous pouvons le dire, oui. Nous pouvons accepter cela. Mais il ne serait pas très bien de ne pas reconnaître que ceux dont les partis n'ont pas participé ont librement choisi de ne pas aller voter. Ça, tout au moins, on peut être d'accord sur ce fait-là. Vous savez, les partis dans notre pays, ce ne sont pas des partis. Bon, est-ce que j'ai tort de nous comparer aux Occidentaux? Non, je n'ai pas tort, puisque c'est d'eux que nous tenons le concept de parti. Mais un parti, c'est d'abord autour d'une idée représentée ensuite par une personne. Mais nous, ici, le parti, c'est une personne dont on ne sait pas l'idée. Toujours avec le bloc progressiste et l'Union le bloc républicain, ils n'ont pas d'idéologie. Je parle des 250 partis. Vous n'allez pas contredire le chef de l'État. C'est lui qui a fait sa comptabilité. Oui, on peut bien le contredire. Oui, on peut. Bon. Donc, le parti politique chez nous, c'est un individu, bon, avec un sigle, et c'est l'individu qui paye, et qui paye tout. Et donc, quand vous me parlez des gens qui ne se sont pas reconnus dans leur parti, je dis non. Qu'il y a eu des gens qui ne se soient pas reconnus, qui disent, mais enfin, pourquoi notre national Tchoko Tchoko n'est pas dans la campagne. Et pourquoi il ne nous a pas désigné des gens qui le représentent dans la campagne? Ça a pu choquer des gens. Pourquoi notre belle, ma jeune sœur Prudencio, n'est pas dans la bataille cette fois-ci? Elle qui représente, non pas une idée, mais dont le parti se meut dans une zone populeuse, pourquoi n'est-elle pas cette fois-ci dans la bataille? Et pourquoi nous ne l'avons pas vue sortir pour faire campagne? Bon, je ne sais pas comment elle faisait campagne, était-ce à coup de canettes de bière ou de... Mais ce sont quand même de très importants éléments que vous évoquez là. Oui, ce sont des personnes qu'on n'a pas trouvées. Donc, quand vous dites que les électeurs ne se sont pas retrouvés dans les partis, non. Ils ne se sont pas retrouvés, moi je les comprends très bien, ils ne se sont pas retrouvés dans des leaders qui d'habitude leur disent « venez avec moi et conduisez-moi au Parlement ». Pas que dans des leaders, mais des leaders qui portent des partis. Oui, des leaders qui portent des partis. Mais c'est dans les leaders que les électeurs se reconnaissent surtout. Parce que quand vous dites PRD, quand vous dites même Bloc républicain, quand vous dites PS, c'est pro... J'ai voté PS, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parti socialiste. Non, non, pas en France. Non, il y a Bloc républicain et l'Union progressiste. J'ai voté UP. Une question impertinente. Oui. Pourquoi avoir voté l'Union progressiste? On va y revenir. À cause de l'idéologie d'une personne. Parce que le procès parlait justement des partis représentés par une personne. Je vous répondrai tout à l'heure, parce que moi, quand même, j'ai eu la grande chance d'être allé à l'école. Alors, vous parlez de Union progressiste, Bloc républicain, et puis quoi encore, etc. Bon, enfin, mais les gens que vous n'avez pas envoyés à l'école, à qui vous n'avez pas appris à lire et à écrire, qu'est-ce que ça veut dire le Bloc républicain, qu'est-ce que ça veut dire l'Union progressiste? Ils n'en savent rien du tout. Et donc, ils ne se sont pas reconnus ni dans le Bloc républicain, ni dans l'Union progressiste, mais il y a des gens qui se sont déplacés pour leur dire, moi, je suis UP, ben, votez UP, etc. Voilà. Avant d'en revenir, puisqu'on ne l'a pas abordé encore aux grandes tendances, le professeur Roger Bouyanvi, à bien vous lire, à bien vous suivre, c'est à croire que l'ostracisme dont a été frappé les autres partis au détriment des deux, seuls restés en liste, est un fait anodin. Vous parlez d'ostracisme, vous parlez d'exclusion, ce sont de grands mots, hein, des mots violents. Est-ce que, bon, déplaçons-nous un peu et allons en France. Est-ce que vous voyez un parti bien constitué? Je ne prends même pas les deux grands partis, le Parti socialiste ou etc.
est-ce que vous voyez un quelconque de ces partis ne pas participer à une élection présidentielle ou législative? Non. Parce que chaque parti représente un courant d'idées. Et il est impossible en France de frapper celui-ci ou celui-là d'ostracisme ou d'exclusion. Ce n'est même pas pensable. Et je crois que chez nous aussi, quand vous parlez d'exclusion, d'ostracisme, je voudrais vous demander de mettre la balle à terre. Il se trouve que je suis professeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure. De l'être. Ben oui. J'allais dire, je passe mon temps à exclure. Quitte à présenter mes excuses. J'ai eu le cas aussi quand j'étais élève ou étudiant. Les professeurs m'ont présenté leurs excuses pour m'avoir mis une mauvaise note. Mais enfin, on te connaît plus brillant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je dis, je ne sais pas. Ben, on espère que la prochaine fois, tu feras mieux. Alors, le professeur qui exclut un étudiant ou une étudiante à la fin d'un examen, je regrette pour vous, vous allez devoir passer à la session de rattrapage s'il y en a, ou vous devez attendre l'année prochaine. Est-ce qu'il fait mal? Maintenant, l'étudiante n'a pas rempli toutes les conditions. L'étudiant a rempli beaucoup des conditions, mais il ne les a pas remplies toutes. Et parce qu'il ne les a pas remplies toutes, le professeur, honnêtement, lui dit, mademoiselle, monsieur, je regrette pour vous, 1 an, c'est beaucoup. Je n'ose pas dire que toute cette année, vous n'avez pas travaillé, mais vous n'avez pas assez travaillé. Là encore, vous ne me direz pas, qu'il n'y a pas de cas d'injustice. Pour ne pas étendre cette parenthèse. C'est possible, mais c'est rare. Il arrive des cas. Oui, mais c'est rare qu'on se soit trompé dans la notation. De profs malhonnêtes. Qu'on se soit trompé dans la notation, etc. On reprend la feuille. Et monsieur se plaint, mais non, monsieur, vous m'avez donné 6, je mérite bien les 10. Vous lui démontrez qu'à la limite, bon, vous auriez pu lui mettre 7. Professeur Roger Bouillon-Vive, revenons aux tendances maintenant. Oui. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas vu lire encore les tendances. Qu'est-ce que vous appelez tendance? Les grandes tendances livrées hier par la Sénat. Oui, mais lorsqu'il n'y a que 2 partis qui sont destinés, je le crois, à faire bloc autour du chef de l'État, que parlez-vous encore de tendance? Ils vont s'entrer dedans au Parlement, vous croyez, les deux blocs-là? Enfin, les 2 blocs, non, l'Union et le bloc, moi je ne pense pas. Mais vous avez bien fait de dire tout à l'heure, c'est peut-être en cours de route, parce que les Béninois sont quand même frondeurs, c'est peut-être en cours de route, avant les 4 ans, que peut se dessiner le mot que vous avez évacué tout à l'heure, que peut se dessiner une certaine fracture, c'est-à-dire une certaine différence des députés qui vont dire, ben, Monsieur le Président, nous vous aimons bien, mais cette loi, nous ne la voterons pas. Sinon, je pense que nous sommes partis pour 4 ans de convergence institutionnelle. De convergence institutionnelle entre l'exécutif et le Parlement. S'il arrive que 5 députés... 5 ans de fraternité politique? Je ne sais pas, je dis 4 ans. 4 ans, c'est même 2, c'est même 2 ans, parce que nous ne sommes pas encore en campagne pour le deuxième tour. Alors, fraternité politique, non, et précisons les choses. Non, tout y en aura pas ici. Non, parce que vous dites, mais vous savez ce qu'était notre Parlement. Oui. Je ne vous ferai pas, disons, ce qu'était notre Parlement, un Parlement normal. Je ne vous ferai pas l'insulte de dire que vous n'avez pas lu l'ouvrage de votre collègue, de votre doyen, François Aoudou, Le mal transhumant, où avec chiffres et avec des noms, il prouve que notre Parlement était un marché à députés, pas un marché à chèvres. Pour chaque loi envoyée par l'exécutif, ben, l'exécutif devait payer 10 millions. C'était 10 millions le moins disant. Eh bien, un Parlement où les députés se laissent acheter, et où les députés conduisent une démocratie que nous avons eu le culot de présenter comme un exemple de démocratie. Alors la seule chose que moi j'espère cette fois-ci, c'est que nous aurons un Parlement un peu plus propre que tout ce que nous avons eu jusqu'à présent. Un Parlement où les députés peuvent prendre l'initiative de loi parce qu'ils n'attendent pas d'être payés. Nos députés ne prenaient pas... C'est seulement maintenant que vous y pensez. Nos députés c'est seulement maintenant que vous croyez en ce Parlement. Ah non, mais parce que nos parlements précédents, j'avoue que connaissant
pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, comment ils se comportaient comme des ustensiles de cuisine à acheter, j'étais un peu gêné. Mais c'était ça que nous vendions comme démocratie, comme modèle de démocratie. Alors que si c'est un modèle, c'est un modèle à ne pas suivre. Pour éviter le mercato, il faut tous les avoir à soi. Pardon? Pour éviter le mercato, au fait que vous évoquez, il faut tous les avoir à soi. Non. Il faut avoir avec soi ceux qui ont rempli les conditions. Voilà. Merci pour entrer au Parlement. Le professeur tentait il y a quelques minutes de minimiser l'exclusion, sinon de justifier par une exclusion positive ce qui est arrivé au parti politique. Mais j'ai une question pour le professeur. Vu le processus qui a conduit à l'exclusion de ces partis, je sais que vous savez ce qui s'est passé, de l'exigence de cette conformité qui n'existe nulle part dans le code électoral. Mais de quoi? Du certificat de conformité, oui, qui n'existe nulle part dans le code électoral, mais exigé par la Cour constitutionnelle, qui a conduit à cela. Trouvez-vous juste ce qui s'est passé et qui a conduit à l'exclusion de ces partis politiques? Et vous dites que nulle part il n'est prévu le ticket de quoi? De conformité. Le certificat de conformité. Mais de mon point de vue, je l'ai dit très tôt, je l'ai dit tout de suite, mais le certificat de conformité va de soi. En tant que professeur, c'est moi qui délivre le certificat de conformité. Cette étudiante, cet étudiant peut présenter, par exemple, son mémoire de maîtrise. Mais après avoir, surtout avec moi, parce que je dis à la dame, je dis au monsieur, mon nom va figurer sur votre texte, je ne veux pas que ce soit n'importe quel texte. J'y travaille avec l'étudiante et l'étudiant, mais au coude à coude, pour que si je finis par donner le certificat de conformité, bon, mes collègues ne trouvent pas trop à redire à ce mémoire dirigé par le professeur Roger Gbionvi. Nulle part, il n'existe dans notre code universitaire le terme certificat de conformité, mais il va de soi. Si le directeur de mémoire ne donne pas ce que j'appelle maintenant, avec vous, le certificat de conformité, eh bien l'étudiante n'a pas le droit d'aller présenter son mémoire. Tout le monde lui dira, mais on attend que ton directeur de mémoire parle. Et ce refus, selon vous, est-il crédible quand on sait que c'est le ministre Sakalafia, ministre candidat d'un des blocs en compétition, qui doit, lui, délivrer ce certificat-là à ses challengers? Oui, si le ministre Sakalafia avait été candidat à la présidence de la République, nous lui aurons demandé de démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur pour pouvoir faire campagne, disons, de façon très libre, et très ouverte, et pour pouvoir faire campagne de façon à ne pas se favoriser. Mais je pense que la décision prise par le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Sakalafia, n'a pas été une décision prise pour favoriser le candidat Sakalafia. Non, on ne peut pas le penser. S'il avait été candidat à la présidence de la République, lui-même, avant qu'on ne lui dise, aurait présenté sa démission. Mais quand même, les autres partis en lice avec son parti et le Bloc républicain, les partis jumeaux, ont été exclus, ce qui les a permis quand même de faire campagne en toute liberté et sans grande concurrence sur le terrain. Il faut l'admettre. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de ma jeune sœur Claudine Prudencio. Oui, mais il se trouve que depuis le début, elle a soutenu l'actuel régime. Elle s'est trouvée exclue. Je ne sais pas qui était le directeur de mémoire dans ce cas. Si ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est peut-être la Cour constitutionnelle. Madame, vous n'avez pas rempli toutes les conditions. C'est toujours le ministère de l'Intérieur. Toujours le ministère de l'Intérieur. L'un des plus grands partis du Bénin, depuis le renouveau démocratique, le PRD, s'est trouvé exclu. Par Assina, cette fois-ci. Est-ce que le PRD a soutenu, depuis l'avènement de la rupture, a soutenu une autre personne que le coryphée, le premier violon de la rupture? Non. Mais ce n'est pas parce que vous avez soutenu le ténor de la rupture tout le temps qu'on va vous admettre quand même à compétir si votre parti, le PRD, n'a pas rempli toutes les conditions. Mais je pense que nous avons fait preuve de rigueur et que pour la première fois, ou presque, dans l'histoire de mon pays, un pays profondément analphabète, nous avons respecté les textes. Et le respect des textes, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que nous sommes habitués ici au Bénin, mais enfin, la vieille dame vient me voir
ça ne s'est pas passé parce que j'étais un ministre plutôt sévère. La vieille dame vient vous voir dans votre bureau de directeur. Ce garçon-là, c'est le fils de la tante au cousin de ton beau-frère. Trouve-lui quelque chose. Est-ce qu'il remplit les conditions? Non. Je te dis que c'est le fils de la tante du cousin de ton beau-frère. C'est ton frère. Eh bien, vous mettez les textes de côté et vous dites, mon frère, bon, tu ne remplis pas les conditions, mais comme tu es mon frère, nous faisons ça tous les jours et allègrement. Et c'est ça qui nous caractérise. Pour une fois que, j'allais dire, nous nous faisons mal à nous-mêmes, parce que c'est faire mal à soi-même que d'exclure Madame Prudence, qui vous a soutenu tout le temps, que d'exclure Monsieur Adrien Roumbeji, le président Adrien Roumbeji, qui vous a soutenu tout le temps, c'est se faire mal. D'accord, mais c'est respecter les textes. Merci, professeur. Une dernière question, toujours sur ce volet-là. Oui. Vous parlez du respect des tests. Oui. Il faut, à la vérité, de dire ici que lorsque les partis ont déposé leur dossier très tôt au ministère de l'Intérieur pour obtenir ce certificat de conformité créé, inventé par la Cour constitutionnelle... Inventé, créé... Oui, bon, nous allons en revenir, professeur. Allez-y tout doucement. de suite, le ministère a fait des remarques aux partis politiques de bien vouloir corriger les failles, les erreurs. Les partis ont obtempéré. Mais, en une deuxième fois, les partis politiques ont été, certains, ont été appelés à nouveau par le ministère de l'Intérieur pour corriger à nouveau des erreurs. Là, déjà, il y a un petit problème. Pourquoi ne pas en une seule fois faire ces observations, faire ces remarques aux partis politiques pour qu'ils corrigent tout cela en une seule fois, mais on attend que ces partis corrigent, ils reviennent, on les renvoie vers la correction. Déjà, il y a un premier couac. Et ces partis-là sont allés à des congrès extraordinaires pour obtempérer très tôt en disant au ministère de l'Intérieur, vous avez votre lecture de la loi, vous nous obligez à nous disposer, à nous mettre sur ce chemin-là de votre lecture, d'accord. Ils ont convoqué ces assemblées-là et se sont conformés à la lecture du ministère de l'Intérieur, mais jusqu'à aujourd'hui, ces partis politiques n'ont pas leur certificat de conformité après s'être mis en conformité à la lecture du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Si ce que vous dites est vrai, et c'est vrai. Si ce que vous dites est vrai, rien ne peut justifier cela. C'est une grande injustice. Il se trouve que j'ai d'autres informations que les vôtres. Peut-être pas d'autres informations, mais d'autres informations qui complètent les vôtres. Lorsqu'un chef de parti, prenons les deux dont nous parlons, l'UDBN, c'est un parti jeune, mais dans une région très populeuse. Prenons le PRD. Pas le plus jeune des partis non plus. Non, c'est un parti jeune par rapport au PRD. Le PRD qui est là depuis 30 ans environ. Vous tâcherez de recevoir les deux. C'est un conseil que je vous donne. Il paraît que ces chefs de parti, ces deux-là par exemple, comme tous les autres, ne se sont jamais préoccupés de la véritable identité de ceux qui composaient leur parti. Alors, si c'est récemment, il y a 3 mois, il y a 4 mois, qu'on leur fait découvrir à la Sénat... Ceux qui composent, vous dites? Leur parti. Aucun chef de parti ne peut attester du nombre exact des éléments constitutifs. Ceux qui ont la carte de membre, quand même. Alors, si on constate que vous avez délivré des cartes de membres de parti à des morts, parce que vous n'avez jamais cru devoir vérifier qu'ils sont morts pour sortir leur carte de membre de parti, c'est un peu tard. En 3 mois pour les ressusciter ou pour les remplacer. Le PRD n'est pas dans ce cas. Parce que le PRD a eu son certificat de conformité. Deuxième exemple, il y a des actes des cartes d'identité qui n'en étaient pas ou qui n'appartenaient pas à ceux qui en revendiquaient la propriété. Tout ça à réparer en 3 mois, ça peut être difficile. Et puis il y a d'autres choses. Merci, c'est pour compléter vos informations. Merci. Mais je suis heureux de vous entendre dire que si c'est ce qui s'est réellement passé, si ce que vous avez dit s'est réellement passé, cela est une grande et très grande injustice. Cela reste une condition au départ. Une condition. Professeur, oui, il y a le si. Professeur Roger Goyenvi, revenons à notre exercice
de départ, vous avez suivi ce lundi la sortie des leaders de l'opposition, constitués de 2 anciens chefs d'État. Vous avez suivi les propos des 2 anciens chefs d'État avant nous, nos questions. Dites-nous d'abord comment vous avez apprécié les propos tenus par les 2 anciens chefs d'État. D'abord, vous avez parlé d'opposition. Je n'aime pas le terme opposition. Nous avions un Parlement à géométrie variable. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Donc, il y a des mécontents. Bon, que ces mécontents se disent aujourd'hui membres de l'opposition. Opposition sur la base de quelle idée? Alors, comment j'ai apprécié? J'ai d'abord entendu sur une télévision étrangère, j'ai d'abord entendu les propos des 2 anciens présidents, dont les propos de mon ami Soglo. Les propos de mon ami Soglo se sont arrêtés sur cette télévision à ce qu'il y avait, je crois, de sortable. C'est sur une télévision de chez nous que j'ai entendu, et j'avais déjà été choqué. C'est sur une télévision de chez nous que j'ai entendu tout, je crois, ce que le président Soglo a dit. C'est de ces propos à lui que je me préoccupe. Je vous dirai pourquoi si vous y tenez. Et là, mes chers amis, les bras m'en sont tombés. Et je me suis pris la tête entre les mains. Non pas dans quel pays je suis, mais enfin, qu'est-ce qui arrive au président Soglo? Parce que le président Soglo, vous êtes peut-être trop jeune pour le savoir, est pour nous très important dans le pays. C'est le premier ministre de la transition. Ah oui. Il fallait y aller. Il fallait avoir le courage d'y aller pour affronter Kérékou. Ensuite, il a été le premier président du renouveau démocratique, avec succès à chaque fois. Bon, pour des raisons que je ne comprends pas, nous ne lui avons pas donné le second mandat. Il n'a pas pu remplir. Mais nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pendant 6 ans pour relever ce pays. Et donc, j'ai été atterré en l'entendant tenir les propos qu'il a tenus, parce que c'est infiniment grave de s'en prendre à un individu qui s'appelle Patrice Talon. Et en s'en prenant à cet individu, de s'en prendre à toute sa famille. Et en s'en prenant à toute sa famille, de s'en prendre à toute une ville dont je viens, où je vis. Et en s'en prenant à cet individu, de s'en prendre à toute la nation. Est-ce que le président Soglo s'est rendu compte de la portée gravissime de ses propos? Est-ce qu'il en a été conscient? Moi, j'estime que lorsqu'il en prendra conscience de la gravité de ses propos, il faudra qu'il présente ses excuses au chef de l'État, qu'il présente ses excuses à la ville de Ouidah et qu'il présente ses excuses à la nation tout entière, parce qu'il le veuille ou non. C'est Patrice Talon qui le remplace aujourd'hui et qui est le chef de l'État. Donc il nous a insultés tous, et j'en aurais terminé. Il s'est insulté lui-même. Et c'est grave. Qu'il se regarde dans un miroir. Je suis l'ancien président de la République et j'ai été capable de dire ça de l'actuel président de la République. Je suis condamnable, je me condamne, je me repens. Et il n'a pas été seul à cette sortie, c'est vrai. Je vous ai dit que je ne tiens compte que de sa sortie à lui. Sa sortie au sens premier et au sens second. C'est parce qu'il sort. Oui, c'est parce que lui, il sort. C'est parce que lui, il sort. Ou même plus. C'est parce que lui, il sort physiquement de chez lui que les autres le suivent. Et c'est parce qu'il sort en disant des propos irrecevables que les autres se permettent de sortir des propos irrecevables. Quelque chose me dit, je me trompe peut-être, que s'il n'avait pas pris la tête des mécontents, ces gens-là n'auraient pas eu le courage. Mais il n'était pas seul il y a quelques jours dans le marché d'Antokwa. Oui, je sais. Et c'est infiniment grave ce qui s'est passé. Mais il n'était pas seul. Non, il n'était pas seul, il était avec le président Bouniaï. Puisque vous lui faites porter tout le chapeau. Oui, c'était lui le meneur. Et je regrette qu'il se fasse meneur de telles actions irrecevables. Non, et ce qui s'est passé à Dantokwa, ce n'est quand même pas à notre honneur. Mais qu'est-ce que vous voulez, cher ami? Qu'est-ce que vous voulez que les autres pays pensent de nous? 2 anciens présidents de la République, mais qui s'en vont se faire malmener en plein marché. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire là? C'est là que se fait la politique maintenant, au marché d'Antokwa, un vendredi saint. Et en une période aussi sensible. Un vendredi saint. Hein? Ils n'ont même pas eu égard au Christ qui souffrait ce jour-là. Ils sont chrétiens pourtant les deux. L'un a offert une Bible
à celui qui lui a succédé. Non, mais ce n'est pas sérieux. Seulement quelques jours avant cette descente, l'un nous appelait justement à la pénitence, à la prière. Ben oui, aux jeunes. Oui. Oui, alors. Et quelques jours après, tout a changé. Oui, je vois que pour une fois, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes tombés très bas. Même si je ne l'ai pas exprimé. Non. Fréjus Seulant. Oui, Loris, d'abord, j'ai bien suivi le professeur. Quand on écoute pas les propos irrecevables dont parle le professeur... Attention, propos irrecevables. Oui. Je n'ai pas bien entendu le « i ». Non, pas recevables. Les propos irrecevables dont vous parlez, oui. Tout n'a pas été irrecevable. Ah bon? Je dis tout n'a pas été recevable. Alors, donnez-moi des exemples de propos non irrecevables et donc recevables. Les deux anciens présidents, à la faveur de cette conférence de presse, ont invité quand même à la paix. Ont invité à la cohésion nationale. Moi aussi, toujours, sans être ancien président de la République. Ont invité au dialogue franc et sincère. Absolument. Pour trouver les solutions. Ils auraient pu s'arrêter les solutions en vue de sortir de cette crise électorale. Oui. Donc, il faut reconnaître aussi qu'ils tiennent à la démocratie, à la paix. Mais j'espère pour eux. Oui, ils l'ont dit suffisamment. Bon, et si vous le permettez bien, et si la régie le permet peut-être, Loris d'abord, nous allons proposer à nos téléspectateurs le reportage sur la sortie de l'opposition. Pour leur rafraîchir la mémoire. Pour rafraîchir la mémoire un peu. Non, pour me rafraîchir la mémoire, vous voulez dire. Avec la président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï ont déploré ce lundi 29 avril les violences qui ont émaillé le scrutin législatif qui s'est déroulé ce dimanche 28 avril 2019. Une situation qui, selon eux, n'honore pas l'image du Bénin, pays reconnu démocratique et pacifique. Le faible taux de participation jamais observé depuis le renouveau démocratique est à en croire les anciens chefs d'État l'expression du refus du peuple béninois de cautionner une élection législative sans l'opposition. Le peuple exige, j'allais dire, notre démocratie, le retour de notre démocratie. C'est fondamental pour nous. Pour Boniaï, le cœur de la démocratie réside au Parlement. Il regrette qu'à la faveur de ces législatives sans l'opposition, qu'il soit entièrement contrôlé par les soutiens de l'exécutif. Son aîné, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, appellera à sa suite à un dialogue politique pour une issue pacifique et consensuelle à cette crise qui secoue le Bénin. Il a demandé instamment au président Patrice Talon qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique à l'effet de trouver, comme on avait proposé, des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives, transparentes et crédibles dans un climat démocratique apaisé, dans l'unité, la paix et la cohésion nationale. Les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ont ainsi réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la paix et à la cohésion nationale. Ils ont pour finir convié toute la classe politique à privilégier l'amour du pays, à penser à son avenir en adhérant incessamment à un dialogue politique franc et sincère pour dénouer cette crise électorale. Enfant du Bénin debout, la liberté. On aurait pu justement s'arrêter à ce reportage à caractère amélioratif proposé par Fréjus Seulant si il n'y avait pas d'autres extraits dont on vous a fait l'amitié, dont on a fait l'amitié aux amis téléspectateurs et auditeurs de ne pas le leur proposer. S'il n'y avait pas cet extrait, par exemple, du chef de l'État Boniaï, c'est une question de vie ou de mort. Où se trouve, selon vous, professeur, la morale, le sens de cette lutte, si un ancien chef d'État s'en est allé jusqu'à cette extrémité? En parlant de... C'est une question de vie ou de mort. Le président Soglo a dit la même chose. Je suis prêt à mourir. Mais il a suffi d'un pétard ou d'un tokpa pour que précipitamment tous ces gens-là fuient. Non, soyons sérieux. C'est le président Soglo qui me préoccupe, pas le président Boniaï. Pourquoi? Il est venu prêcher la paix. Mais on nous a rappelé... ces jours-ci, un peu avant les élections. Est-ce parce que le professeur... Que c'est le même qui est allé dire, vous vous souvenez de ça, c'est le même qui est allé dire à maman Soglo, je vais mettre le pays à feu et à sang. Je vais mettre le pays à feu
et à 100. Il n'y a pas 10 ans de cela. On s'en souvient encore. Oui, dans l'exercice de ses fonctions de président de la République. Il n'aurait pas dû continuer à exercer ses fonctions 24 heures après avoir dit ça. Je vais mettre le pays à feu et à sang. Bon, maintenant qu'il n'est plus président de la République, il dit que c'est une question de vie et de mort. C'est le même qui a aussi une question de vie ou de mort. Promis d'appeler les siens à marcher sur... C'est le même qui a dit, j'ai encore la cassette, ben, vous savez, au sud, ils sont 40%, au nord, nous sommes 30%, donc il faut que vous soyez tous autour de moi. Mais cet homme a l'art de diviser, et cet homme a l'art de prêcher la violence. Alors, quand il vient prêcher à côté de Boniaï, pardon, à côté du président Soglo, et d'un certain candidat Zanaï, quand il vient prêcher la paix, moi je suis toujours curieux de savoir, j'espère que vous êtes plus curieux que moi parce que c'est votre rôle d'être curieux, je suis toujours curieux de savoir ce qui s'est passé un certain jour pour que les chasseurs de Kiliba descendent en ville, tirer sur les forces de l'ordre. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dimanche dernier pour qu'à Tchaourou, il y ait eu ce désordre, qu'il y a eu non pas du sang, mais tant de cendres, qu'on ait brûlé nos maisons et que des gens de Tchaourou se soient mis à fuir vers le Nigeria parce qu'on leur a dit que les soldats viennent de Cotonou pour envahir Tchaourou. J'aimerais bien savoir si tout ça a été spontanément imaginé par la population. J'aimerais bien le savoir. Alors, les propos de paix qu'on vient dire à la télévision et qui ne sont pas suivis nécessairement d'actes de paix, mais qui sont suivis d'actes de violence, d'actes attentatoires à la paix. C'est écoutez, là le contraste. Je ne parle pas de Soglo, qui me surprend, parce que c'est plutôt un homme conséquent, un homme qui tient des propos, j'allais dire, passez-moi le terme. Savant, sensé. Non, pas savant, mais des propos qui se suivent logiquement. Je ne peux pas dire autant de tous les autres. Je veux dire de leur ami candidat Zanaï, ni de celui qui m'a fait ministre de la République de Boniaï. Je ne peux pas dire qu'ils ont des propos cohérents. Voilà le mot qui me manquait. Tandis que Soglo, normalement, a des propos cohérents et des actes cohérents. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ces temps-ci. C'est pourquoi je m'occupe de lui particulièrement, de Soglo. Oui, pas des autres. J'avais pensé que c'était... Le professeur disait tout à l'heure qu'il a suffi de quelques pétards pour que les anciens présidents... Qui voulaient mourir pour la nation prennent la fuite à Dantokpa. Oui. Ce ne sont pas des pétards, c'était bien des gaz lacrymogènes. Et sur les vidéos, vous l'avez vu, il ne s'est pas agi tout de suite d'une fuite. Eh bien, il tenait debout encore et sans sourciller quand les gaz lacrymogènes ont commencé par détonner. Leur service de sécurité. Ça n'est pas le plus important. Je veux dire à votre collègue que la première fois que ça m'est arrivé, moi aussi j'ai fui. Vous avez dit que le professeur a fui. J'ai dit non, le professeur n'a pas fui, il a pressé le pas. Je m'en souviens. Les agents de sécurité n'ont fait que le travail. Maintenant, c'est vrai que les grenades lacrymogènes, quand vous n'êtes pas habitué, ça fait peur. Voilà. Mais on n'observait pas de peur sur ces vidéos. Mais quand on parle des propos de Boniaï dans un autre contexte, d'abord permettez-moi de me prononcer sur cette partie, comme vous l'avez fait à l'instant, quand on a parlé des propos de Boniaï, les siens et autres, je crois qu'il n'est pas forcément bien de notre part de ramener ces propos qui sont d'un autre contexte, dans un autre contexte que nous vivons actuellement. Et d'ailleurs, il n'est pas de notre rôle de raviver dans les mémoires un peu ces propos déjà regrettés, ma foi, par ces personnalités-là. Et puis, quand un président de la République, fut-il ancien, dit « Je suis prêt à mourir pour un idéal, je suis prêt à mourir pour la démocratie », est-ce un propos à tenir ? Il y a bien d'autres. Non, ils ont fait un choix. Ils ont choisi un combat qui, peut-être, à vos yeux, ne semble pas juste. Mais ils ont choisi un combat et nous sommes bien obligés. Ça aurait été un combat pour la nation. Nous sommes bien obligés. Chacun fait son choix et ce n'est pas un combat, je vous surprends vouloir dire que c'est un combat contre la nation. Non, ça aurait été un combat pour la nation. Chacun choisit librement. Et dans notre démocratie, son combat. Et Boniaï, comme Nicéphore Soglo, comme vous l'avez dit, c'est vous qui dites que c'est pour un homme. On dit clairement qu'ils ont choisi un combat et qu'ils sont prêts pour mourir pour la restauration de la démocratie. C'est un choix. Pourquoi vouloir empêcher quelqu'un de dire qu'ils sont prêts pour la démocratie? Et professeur, vous le savez, que dans d'autres pays, et ici comme ailleurs, des gens ont donné de leur vie
pour la démocratie, pour que nous, aujourd'hui, nous ayons cette démocratie-là qui nous plaît pas forcément à tout le monde et qui, petit à petit, est en train d'être conjuguée au passé. Donc, chacun choisit librement son combat, que ça plaise ou pas. Oui, mais il convient de savoir faire le bon. Vous n'allez pas me faire venir le Ouida pour m'ignorer. 2 secondes. Notre démocratie... Nous n'oserons pas vous ignorer. Notre démocratie n'est pas en perte de vitesse, mais ce n'est pas sur ça que je voulais réagir. Vous savez quel est le rôle d'un ancien président de la République? J'ai vu par 2 fois un homme qui n'est pas un modèle pour moi. J'ai vu 2 fois le président Kérékou dans le rôle, dans la posture d'ancien président de la République. C'est ça, un ancien président de la République. Je l'ai vu dans cette posture 2 fois. Ça ne veut pas dire que par en dessous, il n'y avait pas une espèce de téléphone rouge entre l'occupant du fauteuil qu'il a occupé et lui. Mais jamais, tant qu'il n'est pas ressorti de sa tanière pour être candidat, on ne l'a entendu intervenir dans les choses publiques. C'est ça le rôle d'un ancien président de la République. Intervenir, mais en douce. Avoir de la hauteur, avoir de la distance. C'est ça que j'aurais aimé de la part de ces 2 anciens présidents. Je crois que, je regrette de le dire, le titre d'ancien président de la République ne leur convient pas. Nous n'allons pas le dire, ça leur convient. J'ai présenté mes excuses. Oui, mais ça n'excuse pas. On ne saura le leur arracher. Ils sont bien des anciens présidents. Ils le méritent. Ils le resteront à vie. Ils le resteront. Oui. Et durant leur mandat, ils ont bien valablement servi ce pays. On ne dira pas demain que Patrice Talon n'est pas un ancien président. S'il veut bien le devenir, n'est pas un ancien président. On ne le dira pas. Ils sont des anciens présidents, ils le méritent. Bon. Ils ont leur titre, nous ne dirons pas le contraire. Le président Patrice Talon montre déjà qu'en tant qu'ancien président de la République, il nous donnera le spectacle de toute la dignité qui convient à ce titre d'ancien président de la République. Par anticipation. Espérons-le. Par anticipation. Parce que le candidat Talon avait fait miroiter un autre style de gouvernance quand il serait président. Le candidat Talon avait été digne. Ce n'est pas forcément ce qu'il a promis en tant que candidat Talon qui se passe aujourd'hui en tant que président Talon. Nous allons faire aujourd'hui le bilan du président Talon. Nous avons une dernière question au professeur. Oui, une question. Si, pas aventure, pas extraordinaire, demain, là je suis dans la fiction, le Bénin basculait dans une dictature sans nom. Est-ce que vous trouvez juste, légitime, que les anciens présidents puissent prendre le lead d'une résistance pour dire il nous faut restaurer notre démocratie? Vous avez une imagination fantastique. Je connais ce pays depuis longtemps. Pendant les moments les plus durs, j'étais là. Pensée unique, organisation de jeunesse unique, tout était unique. Eh bien, le Béninois que j'ai connu, du nord au sud et du sud au nord, s'arrangeait pour faire fonctionner une certaine démocratie sous cette glaciation-là. Eh bien, la dictature dont vous parlez, dans laquelle nous basculerons, nous n'y basculerons jamais, parce que ce peuple, je crois, porte quelque part dans son ADN, dans ses gènes, la démocratie. Un simple exemple. À un moment donné de notre histoire, tout le monde devait hurler, y compris moi-même, prêt pour la révolution, la lutte continue. Que vous y croyez ou pas. Un jour, on en a eu marre et on a commencé à regarder celui qui est à côté de soi, prêt pour la révolution, la lutte continue, dans les 2 camps. Oui, parce que s'il y a lutte, donc il y a 2 camps. On disait à celui qui était à côté de soi, à voix basse, dans les 2 camps. Ce qui veut dire que moi, là, qui ai dit prêt pour la révolution, la lutte continue, je suis dans l'autre camp, le camp anti-révolutionnaire, dans lequel j'étais moi aussi d'ailleurs. Enfin, anti-révolutionnaire, c'est-à-dire pro-démocratie, voilà. Donc, il n'y a pas de dictature à imaginer en ce qui concerne ce peuple. Si cela devenait... Cela ne deviendra pas. Du haut de mon grand âge, à propos des législatives du 28 avril 2019, nous avons, vous l'avez suivi, nous avons constaté que ces élections ont été émaillées par des actes de vandalisme, d'incivisme et de violence dans précisément certaines contrées du pays. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique
ou constituent les mobiles de ces actes de violence? Je vais être franc avec vous et vous donner, du haut de mon grand âge, une leçon de politique béninoise. Chaque fois que c'est arrivé au Dahomey et ensuite au Bénin, c'était lors des élections présidentielles. Comme il n'y a pas d'idée forte, qu'il n'y a que des leaders émanant d'une région, des leaders d'une région donnée disaient attention, je suis là, votez pour moi. Et pour bien montrer aux autres là que c'est moi qui compte, commencez par les chasser d'ici. Et donc je voyais des Béninois, à la veille de certaines élections présidentielles, revenir précipitamment de là où ils étaient fonctionnaires, de là où ils travaillaient, de là où ils faisaient leur commerce. Et puis 3 mois après, bien entendu, ils y retournaient. Cette époque est terminée. C'est fini. Il n'y a plus personne aujourd'hui pour dire « Ah, il va y avoir élection. Est-ce que c'est sûr que vous allez voter pour nos candidats à nous de cette région ?» Ah, ce n'est pas sûr. Allez chez vous. Cette époque est terminée. Cette époque est si bien terminée que les violences qui se sont produites se sont produites par nous-mêmes, sur nous-mêmes. Les cases qui ont été brûlées à Tchaourou, c'est à ça que vous pensez. C'est là que les violences ont été les plus spectaculaires. Les cases qui ont été brûlées ne sont pas des cases de Togolais, ne sont pas des cases de gens de Ouida, ce sont des cases de gens de Tchaourou. C'est bien pensé ça. Donc, quelqu'un a dû dire, ces gens de Tchaourou sont de mauvais gens de Tchaourou, parce que, alors que nous n'avons pas, moi, je n'ai pas de candidat, alors que mon parti, ce que je pense être mon parti, n'est pas représenté, ils osent, eux, appeler à voter pour l'un des deux camps. Eh bien, ce sont de mauvais citoyens de Tchaourou, aller brûler leur maison. Eh bien, c'est le mot absurde et faible pour dire la chose. La seule chose qu'il y avait à dire, vraiment, je ne suis pas représenté, vous m'aimez bien, allez voter. Mais voter blanc ou voter nul. Je ne sais pas la différence entre les deux. Les politiciens font, ils font la différence entre voter blanc et voter nul. De toute façon, allez voter parce que c'est un droit, mais que d'autres peuples sont encore en train de se battre pour conquérir. Vous n'allez pas mésuser de ce droit-là. Allez voter, mais je vous en prie, par amitié pour moi, votez blanc ou votez nul. C'était le seul conseil à donner si l'on aime sa nation, si l'on aime sa patrie. Et non inciter à brûler à la violence. Excusez-moi de sortir un peu du Bénin. Le spectacle que donnent les gilets jaunes, vous les connaissez maintenant tous les samedis. Enfin, on a connu une autre France que la France sauvage. Vous ne pouvez pas dire à Macron que vous êtes mécontent, archi mécontent de sa politique, mais sans détruire les biens français. Ce ne sont pas les biens béninois qu'ils détruisent tous les samedis, c'est des biens français que l'on devra réparer avec l'argent français qu'ils réclament. Voilà. C'est ce qui s'est passé à Tchaourou. Des gilets jaunes qui étaient sans gilet et qui ont détruit leurs propres biens. Parce que le bien de l'adjointe au maire, quand même, c'était bien de Tchaourou. Et du contribuable aussi, parce qu'il y a eu des engins de force de l'ordre calcinés. Voilà. Mais alors nous allons devoir racheter tout ça. Bien sûr. Et c'est vous et moi qui allons payer les impôts. Nous allons devoir faire saigner encore la trésorerie. Oui. Nos impôts vont devoir servir à payer, à acheter à nouveau. Alors c'est sans nom. Et si quelqu'un est en dessous de ça, il faut qu'il puisse en répondre devant la loi. Ces violences, professeur, sont condamnables, pas tolérables du tout, nous en convenons. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression d'une voix qu'il faut écouter pour calmer le jeu, pour éviter une crise post-électorale? Écoutez cette voix-là. La voix qui s'est fait entendre le dimanche. Oui, c'est condamnable, c'est vrai. Mais si nous n'écoutons pas cette voix, qui est tout de même une voix, et que nous faisons semblant de l'ignorer, et que cela perdure 2 ans, 3 ans, et que le Bénin s'enlise dans une crise post-électorale, à qui cela profite? Mon cher ami, cette voix dont vous parlez, cette voix collective qui s'est fait entendre dans la violence
des maisons brûlées et des engins des forces de l'ordre brûlés. Cette voie n'a pas dû suivre tout ce qui s'est passé avant les élections. Le chef de l'État qui dit, qu'à cela ne tienne, vous, président Adrien Ombéji, constituez une équipe, une commission, ça s'appelle, et puis dites-moi ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir le consensus dont vous parlez. Sauf que le consensus ne peut pas consister à plier le texte de la Constitution et à se la mettre en poche. Sauf que le consensus ne peut pas consister à mettre un trait sur une loi votée par le Parlement, jugée conforme par la Constitution et promulguée par le chef de l'État. Donc cette voie violente n'a pas dû suivre tout ça. Moi, j'ai suivi. J'ai couru exprès parce que je ne suis pas souvent devant ma télévision. Le chef de l'État va s'adresser à la nation avant les élections. Je ne veux pas l'entendre en différé, je veux l'entendre en direct. Vous voulez parler du moment politique? Voilà. Écoutez, il a beaucoup de pédagogie. Et il m'a convaincu, si je ne l'étais pas avant, il m'a convaincu que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait faire en tant que président de la République. Alors, si vous dites maintenant qu'il faut écouter encore d'autres voix, qui sont des voix violentes, je dis non. À écouter ces voix-là, nous n'irons pas loin. Nous allons écouter les voix pacifiques qui disent « je ne suis pas d'accord, mais je donnerai de mon argent s'il le faut pour que tu dises ton désaccord. » Dire ton désaccord, mais enfin, sans me casser, sans rien casser du pays. C'est ça, c'est cette voie-là qu'il faut ignorer cette voie de la violence en la laissant prospérer. Non, on ne la laissera pas prospérer parce que nous sommes dans un état de droit. Et j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont à l'origine, je ne parle pas encore de... Ceux qui font les coulisses. Oui, je ne parle pas encore de ceux qui ont agi, mais de ceux qui ont amené à agir, ils devraient répondre de leurs conseils, de leurs consignes devant la justice. Merci, professeur. Je vous en prie. Professeur Roger Béonvie, que dire maintenant? Que dire à ces jeunes révoltés, enfin motivés dans la violence? Que leur dire? Quel langage tenir? Quels éléments de langage leur proposer pour les rassurer? Vous ne parlez que de ce qui s'est passé dimanche à Tchaourou? C'est ça? Oui. Non, c'est pas seulement à Tchaourou, dans certains arrondissements de oui, Parakou. C'est plus mon cher ami. J'ai l'âge d'être grand-père et je vois des nids de violence, je dis bien des nids de violence qui n'ont rien à voir, avec la politique, avec les élections. Je vois des nids de violence tout autour de moi, où je vis et partout où je passe. Des jeunes laissés à l'abandon. Et quand je les vois passer, et que je n'ose pas leur adresser la parole, et qu'ils n'osent pas m'adresser la parole parce que c'est un grand monsieur, je dis, mais moi, j'ai été jeune. Mais je n'étais pas promis, disons, à ça que je vois. C'est ça, notre avenir. C'est à ça qu'il faut penser. Et ces jeunes-là qui ont donné de l'argent pour aller brûler des cases, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est tous ces jeunes. La femme a 6 enfants, qu'elle élève toute seule, en faisant un commerce nul et de nul effet. Qu'elle m'excuse, elles sont plusieurs dans ce cas. Et l'homme est parti pour faire d'autres enfants ailleurs. Demain, je ne serai plus là. Demain, enfin, donnez-moi encore 10 ans. Demain, je ne serai plus là. Mais si on me dit que mon pays, pour prendre votre expression, a basculé dans la violence, ce ne sera pas dans une violence politique, ce sera dans une violence sociale et sociétale, parce que nous ne nous serons pas occupés aujourd'hui de ces enfants qui sont des enfants de la rue. Or, la rue n'a jamais fait d'enfants. C'est un homme et une femme qui font des enfants. Pourquoi les abandonnent-ils? Merci, professeur. Il se trouve aujourd'hui que la violence n'est plus seulement dans un camp. On a vu ces jeunes révoltés qui ont cassé et brûlé. Et puis, il y a eu cette sortie ce mardi, hier donc, de jeunes tout aussi révoltés et qui se réclamaient des soutiens du gouvernement et qui, dans leurs mots, n'ont pas pu être relayés sur nos antennes, mais qui ont tenu des propos suffisamment graves et qui disent être prêts à répondre à la mesure de la violence du camp d'en face et même être prêts à en découdre avec les anciens chefs d'État. Est-ce que, selon vous, si vous condamnez l'autre violence, que dites-vous de celle-ci? Il n'y a pas de violence, il n'y a pas une violence condamnable.
et une autre violence qui ne soit pas condamnable. Je suis catholique, profondément catholique, et je n'ai jamais rien compris jusqu'à ce que mon Église en finisse avec cette distinction de la guerre juste et de la guerre qui n'est pas juste. Toute guerre est injuste. Ce que je veux vous dire, mais c'est que les jeunes dont je viens de parler, qui ne sont pas les jeunes de Tchaourou, qui ne sont pas les jeunes de Manigri, qui ont manifesté aussi, c'est que ces jeunes-là, désespérés, parce que voilà le mot, ces jeunes désespérés, on peut leur faire n'importe quoi. Et ne croyez pas qu'il n'y a qu'au Bénin qu'il y a des jeunes désespérés, des enfants désespérés que je vois tous les jours. Eh bien, demain, si un prophète, entre 1000 guillemets, vient et leur dit « Suivez-moi, prenez des armes, prenez des coupes-coupes, enfin, je vais vous donner un espoir », ces jeunes vont le suivre. Et c'est ça qui se passe déjà dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Le djihadisme, ce n'est pas autre chose. C'est des jeunes gens, c'est des jeunes filles désespérées à qui un imbécile de prophète vient faire miroiter le paradis. Mourez sur le champ de bataille et tout ce que vous n'avez pas eu sur la terre, vous l'aurez après votre mort. Eh bien, on peut leur faire croire n'importe quoi et leur faire n'importe quoi, que l'on soit dans la mouvance dite présidentielle ou dans l'opposition dite qui est radical ou non? Non, qui est le galimatia des mécontents. Opposition, autour de quelle idée? Mouvance présidentielle, autour de quelle idée? Nous disons bien mouvance. Mais ça veut tout dire. Il n'y a pas de majorité. Il y a une mouvance qui reçoit de l'argent pour suivre le chef de l'État. Et puis l'autre qui n'en reçoit pas finit par recevoir aussi quelque chose. Il n'y a pas d'idée. Donc ne me parlez pas d'opposition. Parler de mécontents. Peut-être qu'ils ne reçoivent plus assez d'argent et peut-être à l'idée de ne plus être au Parlement pour recevoir 10 millions à chaque fois. Moi aussi, j'aimerais que pour mes cours à l'université, qu'on me paye 10 millions de l'heure. Je ne dirais pas non, pourvu que ce... Optez pour la conversion. Oui, non, pourvu que les textes le disent. Optez pour la conversion. Vos mots... Non, mais c'est trop tard maintenant parce que je crois que l'actuel... Enfin, le Parlement qui va se mettre en place le 15 mai, c'est bien ça? Oui. C'est un Parlement où les députés ne seront pas des ustensiles de cuisine. Je l'espère pour mon pays. Professeur, une question importante. Oui. Comment imaginez-vous le contrôle de l'action gouvernementale avec 83 députés acquis à la cause du chef de l'État? Oui, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que c'est là que nous sommes obligés de parler. Je m'oblige à parler d'opposition. C'est en fait l'opposition dans un Parlement qui contrôle l'action du gouvernement puisque les députés élus dans le camp du président et qui sont majoritaires, normalement, pour que le chef de l'État puisse gouverner, eux, ils sont derrière le chef de l'État. Les autres disent, mais non, l'idée que nous défendons, l'idée sociétale que nous défendons, ce n'est pas ça que vous défendez, vous. Ah non, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, nous allons vous mettre les bâtons dans les roues. Ça va être difficile de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, dites-moi, soyons honnêtes, à quel moment de notre histoire, notre Parlement a-t-il contrôlé l'action du gouvernement? Jamais. Parce que son action à lui, Parlement, c'était d'attendre que l'exécutif propose des lois pour faire payer l'exécutif. Et j'avoue que 10 millions par loi votée, c'est pas mal du tout. Je n'ai pas fini. 10 millions par loi votée, ce n'est pas mal du tout. Et donc, nous n'avons jamais contrôlé l'action du gouvernement. Vous supposez. Et contrairement à ce qui est dit par la Constitution, à savoir que et le Parlement et l'exécutif peuvent proposer des lois à voter pour que notre société se porte mieux, les députés n'ont jamais proposé de loi. Parce que s'ils proposent des lois à voter, mais qui va les payer? Et donc, ils laissent l'exécutif proposer et font payer l'exécutif. Il va y avoir de la difficulté à contrôler l'action du gouvernement, mais j'espère qu'il va y avoir, parce que le président Talon nous a montré qu'il était un développeur en acte, pas en parole. Et j'espère qu'il y a maintenant autour de lui un Parlement compact. Je reconnais que ce Parlement est compact, est parti pour être compact autour du chef de l'État. Un coup d'accélérateur sera donné au développement de ce pays. Un coup d'accélérateur parce que je vois le pays quand même commencer à poindre vers le développement.
Merci, professeur. Mais il faut rappeler deux choses. Loris Davo, notre Parlement, à des moments donnés, a contrôlé l'action du gouvernement, notamment en demandant au gouvernement de s'expliquer sur certains points, que ce ne soit pas des questions écrites, des questions orales. Notre Parlement s'est essayé à la chose, même si, selon le vice-président de l'Assemblée, Rondeté, qui a fait un point, je crois, en 2017, sur plusieurs questions, le gouvernement n'a souvent pas daigné répondre, envoyer ses ministres, répondre, apporter des pièces justificatives ou bien du répondant à ces députés au Parlement qui voulaient connaître X ou Y sur tel ou tel dossier. Donc dire que notre Parlement... Je vous l'accorde. N'a jamais confié, pas forcément juste... Il y a eu plusieurs lois votées par des députés. Un Parlement ne peut pas être crédible. Un Parlement ne peut pas être crédible lorsque l'exécutif sait que le député qui bavarde là lui a fait payer 10 millions plusieurs fois déjà pour voter une loi, alors il vient contrôler quoi? Il suffit qu'on le paye et puis il se tait. Donc ce Parlement qui a commis le péché mortel qui doit l'envoyer en enfer, de se faire payer pour des lois à voter alors qu'il est prévu son salaire mensuel, eh bien ce Parlement n'est pas crédible. L'honorable Rosine Viera-Soglo l'a confirmé, l'a affirmé face à la presse aussi. Face au peuple. Que chacun a reçu sa part. Moi-même, moi aussi. Moi aussi. Pour citer la doyenne d'âge, justement. Alors, pour conclure maintenant, professeur Roger Guéonvi, dites-nous, que dire à ce peuple en cette période post-électorale pour assurer les différents partis, que ce soit les opposants comme les mouvanciers? Une porte doit rester ouverte ou fermée. Entrebâillée, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Je crois que nous venons de fermer une porte. La porte des joutes électorales. Et même, j'espère, la porte des insultes irrecevables. C'est fini. Maintenant, regardons de l'avant. Ne passons pas le temps à dire « Ah non, mais c'est des élections mal faites ». Ne passons pas le temps à dire « C'est des élections que je n'adouberai jamais ». Mais enfin, tu n'adoubes pas les élections, d'accord, mais les députés sont là, désormais pour 4 ans, et ils doivent travailler en connivence avec le chef de l'État pour le développement du pays. Si par hasard, comme le prétend votre camarade un peu pessimiste, ils étaient incapables, ces députés, faisant compact autour du chef de l'État, s'ils étaient absolument incapables de contrôler l'action du gouvernement, alors il y a le 4e pouvoir que vous représentez, la presse. Et il y a le 5e pouvoir que je continue de représenter, j'espère, la société civile, pour combattre le 6e pouvoir qui est celui de l'argent. Parce que Montesquieu a défini 3 pouvoirs. Le pauvre, il ne savait pas qu'un jour il y aurait la presse, qu'un jour il y aurait la société civile et qu'un jour il y aurait l'argent qui se mêlerait abondamment de la politique. Eh bien, nous avons du pain sur la planche, vous, du 4e pouvoir, moi, du 5e pouvoir de la société civile, pour combattre le pouvoir de l'argent et les 3 autres pouvoirs classiques de Montesquieu, qui à un moment donné peut-être peuvent s'entendre pour nous rouler dans la farine. Donc il y a du pain sur la planche. Encore que le dernier pouvoir reste l'essence qui nourrit tous les précédents. Et c'est là où le combat de ce dernier pouvoir est... Le 6e là. Le 6e est délicat. J'espère que le 4e pouvoir, représenté par les journalistes, que ce 4e pouvoir est absolument insensible au 6e pouvoir. Loris Davo, pour finir et réagir rapidement sur les propos. Oui, mes derniers propos. Professeur, rassurez-vous, je ne suis pas pessimiste. C'est de la prudence, c'est de la projection. Et vous portez votre espérance en cas de dictature. Il n'y aura pas de dictature. Oui, en cas de dérive, de non-contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement, le pouvoir des journalistes, les médias aujourd'hui, vous le savez, ne sont plus si libres que ça. Mais si vous suivez le rapport de Reporters sans frontières, le Bénin descend encore de 12 points. Donc la presse continue sa descente aux enfers avec un journaliste qui écrit un article économique et qui se retrouve à l'OCRC et à la Cour de
répression des infractions économiques et du terrorisme, vous voyez que les médias n'ont plus de beaux jours devant eux. Donc, nous craignons fort que les médias ne soient bâillonnés également. Et la société civile, vous savez, elle n'est plus aussi forte et crédible qu'avant. Quand certains membres de la société civile disent aujourd'hui qu'ils sont dans des secrets, qu'ils ne peuvent plus parler comme avant, vous voyez ce que notre société civile est devenue. D'autres l'appellent une société civile civile. Je demande la parole. Oui, professeur. La liberté, tout court. Pour vraiment conclure. Ne s'use que l'on ne s'en sert. Ne se donne jamais. Elle ne s'acquiert pas, elle se conquiert. Merci, professeur. La société civile s'est affaiblie. Il y a toujours des hauts et des bas. Je souhaite que cette société civile, à laquelle j'appartiens toujours, se renforce à nouveau. Merci. Merci, professeur Roger Béonvie, pour votre disponibilité. Nous risquons de réitérer l'exercice un de ces quatre quand on Maintenant, commence. je sais le chemin pour y aller. Pour venir jusqu'ici. C'était pas si difficile à reconnaître. Non, mais vous en êtes rendu compte. Comme ça faisait longtemps que j'étais venu, je me suis dit, mais est-ce que c'est si loin que ça vraiment? Je suis toujours à Kassato. Bon, finalement, ça va. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci, professeur Roger Béonvie, on vous raccompagne. Et juste après vous, nous allons recevoir Arnaud Maury-Agua pour la conclusion de cette tranche, de cette émission spéciale Matin d'Éden qui célèbre, vous le savez, professeur Roger Béonvie, non seulement le travail, mais le bon travailleur. Vous avez bien dit Matin d'Éden. Oui. C'est poétique. Merci. Merci, professeur. Allez, merci, professeur. Merci, professeur. Oui.